Le vieil homme au piano, nouvelle tirée des chroniques de Sainte-Madeleine, écrit par Florence D. Orlac et publié aux éditions Octokil, lu par Eline Avat. Journal du professeur J. Mercredi 2 avril. Le patient refuse toujours de parler. L'infirmière venue le lever ce matin s'est néanmoins heurtée à des grognements et des gestes sans équivoque. S'agissant d'une forme de communication, nous pouvons considérer cela comme un progrès. Il refuse, hélas, toujours de nous aider à découvrir son nom. Vendredi 4 avril. Le patient s'est montré violent cet après-midi. Nous l'avions fait descendre dans la salle commune au milieu des autres pour observer ses réactions. Il n'a pas réagi aux tentatives d'approche des pensionnaires, refusant de leur parler tout autant qu'à nous. Il a été soudainement pris de hurlements et s'est jeté sur Antoine, notre nouveau cuisinier, qui passait par hasard devant la porte. Nous avons dû faire appel à 3 hommes pour qu'ils lâchent le pauvre garçon. Ce soir, les traces rouges étaient encore très visibles autour de son cou, et monsieur le directeur recherche à présent un nouveau cuisinier. J'ai longtemps réfléchi à l'élément déclencheur de cette soudaine colère, mais tout s'est passé très rapidement. Je consigne à tout hasard ce fait, le pauvre Antoine chantonnait. Dimanche 6 avril. Nous avons fait une grande avancée avec le patient inconnu, qui pourrait nous aider à obtenir son identité. Après le déjeuner, la jeune demoiselle Claire s'est mise au piano, comme elle y est autorisée tous les dimanches. Notre vieil homme, installé dans la salle commune, s'est levé vivement. Les autres patients, qui depuis l'incident de vendredi dernier ont pris l'habitude de garder leur distance avec lui, ont aussitôt réagi à ce mouvement brusque en reculant de plusieurs pas. Ignorant la panique qu'il venait de provoquer, notre homme s'est précipité vers mademoiselle Claire. J'ai craint pendant une seconde qu'il ne lui fasse du mal, mais il s'est contenté de s'asseoir à ses côtés sur le banc et de jouer. La petite était très effrayée et le regardait avec de grands yeux sans oser bouger. Cela sembla beaucoup agacer notre vieux monsieur, car il l'a soudainement poussée d'un vif coup de hanche. Elle s'est retrouvée assise à côté du banc, la bouche ouverte sur une stupéfaction muette. Je dois avouer que malgré mon intérêt tout professionnel pour cet échange, je n'ai pu retenir qu'à moitié le rire qui montait en moi. Les patients qui demeuraient interdits jusque-là se sont alors détendus. Plusieurs sourires sont apparus et quelques-uns ont même pouffé derrière leurs mains. J'ai décidé de ne pas interrompre mon patient, qui jouait sans se soucier de nos réactions, car la situation ne semblait pas comporter de danger. Il se trouve que cet homme joue merveilleusement du piano. Bien que très peu porté sur cet instrument, je devine en lui un musicien aguerri. Mes recherches sur son identité vont donc désormais s'orienter vers les orchestres et salons de musique des alentours. En attendant, nous l'avons exceptionnellement autorisé à rester dans la pièce commune au-delà des heures habituelles. Sa musique m'enveloppe tandis que j'écris ces lignes. Il joue maintenant depuis plusieurs heures, sans laisser paraître ni fatigue ni douleur. Cela ne peut résulter que d'un entraînement régulier et rigoureux, ce qui concorde parfaitement avec ma nouvelle piste. Dieu, que sa musique est belle. Je n'aurais jamais pensé pouvoir me laisser émouvoir de la sorte, mais je dois bien admettre que ces mélodies sont pénétrantes. Mardi 8 avril. Le piano a été déplacé dans un petit salon attenant à la salle commune. Cette pièce est ouverte en permanence et on y accède tout simplement à partir du grand hall. Ainsi, notre vieux monsieur peut venir jouer à toute heure du jour ou de la nuit, sans avoir à se mélanger aux autres patients. L'urgence d'une telle mesure s'est imposée à nous lorsque mademoiselle Claire, qui, je le réalise aujourd'hui, joue atrocement, a tenté de s'approcher du piano ce matin. Nous ne sommes pas dimanche, mais ayant vu un autre patient jouer chaque jour, elle s'est probablement sentie autorisée à enfreindre les règles que nous lui avions fixées au départ. Il était encore très tôt et la salle était presque entièrement vide. Moi-même, je n'étais pas présent. L'incident m'a été rapporté par un confrère dont les journées commencent à l'aube. À peine la petite avait-elle posé les mains sur le clavier que le vieil homme est apparu sur le seuil en hurlant et s'est jeté sur elle. Terrorisée, elle s'est enfuie en courant et nous avons dû la plonger dans un bain glacé pour calmer ses nerfs. Aussitôt la place libérée, l'homme s'est installé et s'est mis à dérouler une musique délicate et lumineuse comme une brise de printemps chargée de parfums de fleurs. Ces mots sont ceux de mademoiselle Anne,
notre infirmière en chef, qui ne tarit pas d'éloges sur notre mystérieux pensionnaire. Son cœur de femme s'est visiblement laissé émouvoir par le talent de notre musicien, au point de lui faire oublier les nombreux griefs qu'elle a à son encontre depuis son arrivée. Sa mauvaise humeur chronique, ses incontinences nocturnes qu'elle suspecte d'être volontaires, sans oublier son agressivité qui nous a fait perdre un excellent cuisinier. N'ayant que peu d'intérêt à l'observer jouer pendant des heures, j'ai décidé de reprendre mon travail avec mes patients. J'admets que ma curiosité pour ce vieil homme m'avait un peu éloigné de mes autres malades. En reprenant mes visites habituelles, j'ai constaté de profonds changements. Tous, sans exception, m'ont parlé de la musique. La plupart m'ont dit avoir fait des rêves agréables, lumineux, qui leur laissent une diffuse sensation de bien-être longtemps après le réveil. Je note en effet un apaisement général des comportements de la totalité de mes patients. Les plus jeunes se mettent à dessiner des paysages verdoyants, des ciels étoilés, des familles d'animaux paisibles. De chambre en chambre, je n'ai entendu que des louanges sur notre ami musicien et sur le bonheur qu'il répand à Sainte-Madeleine. Mes confrères ont noté la même amélioration de l'état de leurs patients, avec un étonnement égal au mien. Aurions-nous trouvé le remède à tous les maux que nous observons dans nos murs? L'un de nous a cru bon d'en plaisanter avec monsieur le directeur, en l'informant qu'il pourrait bientôt se passer de nous, car il n'y aurait bientôt plus personne pour remplir ses chambres. L'innocente boutade a semblé le froisser plus que de raison. Cet homme est si difficile à comprendre. Après réflexion, cette apparente amélioration ne peut être qu'une réaction positive au changement apporté par le flot de musique dans lequel nous baignons depuis des jours. En toute logique, l'effet de la nouveauté devrait se dissiper sous quelques jours et tout reprendra son cours. Mon enquête avance quant à l'identité de notre pianiste grincheux. J'espère recevoir bientôt une lettre qui m'en dira plus. Mercredi 9 avril. Sainte-Madeleine a retrouvé son silence habituel. Ses murs froids sont plus sinistres que jamais, et nous avançons comme des âmes en peine dans ces couloirs interminables. Le piano s'est tu, probablement pour longtemps, peut-être pour toujours. Pourquoi suis-je aussi mélancolique? Je n'ai pourtant jamais particulièrement apprécié la musique. Monsieur le directeur est venu me voir ce matin pour parler du vieil homme. Je lui ai trouvé l'air fatigué et le teint gris, mais il m'a rappelé, avec une pointe d'humeur, qu'il n'était pas venu pour une consultation. Cela aurait néanmoins pu vite le devenir, car à peine assis en face de moi, il s'est mis à me parler de ses cauchemars. Ce n'est pas le sujet de ce dossier, mais j'avoue que son récit était passionnant. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à découvrir chez lui. Évidemment, ce n'est pas réellement envisageable au regard de sa fonction. Par ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai pas le moindre doute sur la santé mentale de cet homme, dont l'étude serait, en conséquence, une pure perte de temps. Ces cauchemars, donc, ont commencé lorsque notre patient sans nom s'est mis au piano pour la première fois. Ils ont pris une tournure inquiétante, pour ne pas dire effrayante, au fil des jours. Comment cette musique si apaisante pour tous les pensionnaires peut-elle provoquer de telles angoisses chez notre estimé directeur? Je ne le saurai probablement jamais, le détail de ses rêves m'étant resté interdit. Mais un regard à sa sombre mine a suffi pour me convaincre que l'affaire était à prendre au sérieux. Je lui ai proposé plusieurs solutions. Nous pouvions limiter l'accès au piano à certaines heures, ou bien faire installer l'instrument dans une de nos cellules au mur épais du sous-sol, mais il insistait pour s'occuper en personne de la situation. Malheur à moi, j'ai accepté. Que pouvais-je faire? Combien de confrères ai-je vu quitter cet établissement pour avoir refusé de suivre ses directives, ou pour avoir exigé des explications qu'ils ne souhaitaient pas fournir? Et comment pourrais-je retrouver une telle place sans la bienveillance de cet homme, le seul à avoir su reconnaître mes qualités, quand tant d'autres avant lui s'étaient arrêtés à ces sombres histoires que des âmes jalouses et malveillantes ont fait courir sur moi? Je l'ai donc laissé repartir et depuis le piano s'est tu. Je n'ai pas entendu les cris lorsqu'il a brisé les doigts de mon patient, car il avait pris soin de l'enfermer dans sa cellule, très éloignée de nos bureaux. Mais une jeune infirmière passait dans le couloir et s'est précipitée pour venir me chercher. J'aurais préféré ne pas être disponible, qu'elle ne me trouve pas à ce moment-là. Peut-être aurais-je dû inventer un prétexte pour ne pas la suivre, mais je n'avais pas prévu que monsieur le directeur emploierait une méthode si sommaire. Lorsque je suis arrivée, le vieil homme était seul, recroquevillé sur son lit, les genoux sous le menton. Ses mains, pendant hors du lit, ressemblaient à deux serres d'oiseaux de proie. Certains de ses doigts formaient des angles inverses à ceux que la nature avait prévus. Tous étaient violets et tuméfiés.
L'homme ayant perdu connaissance, j'ai demandé l'assistance d'une infirmière et nous en avons profité pour redresser ses doigts un par un, poser des attelles et des bandages serrés. Devant l'ampleur des dégâts, nous aurions besoin d'un spécialiste, mais je sais très bien que toute aide extérieure est inenvisageable, au regard de l'origine pour le moins particulière de ses blessures. Par ailleurs, toute cette brutalité n'a pour but que de l'empêcher de jouer. Il est donc bien évident que monsieur le directeur ne souhaite pas que nous l'aidions à retrouver ses anciennes capacités. Il suffira donc de lui redonner un usage modéré de ses mains, sachant que mes connaissances en ce domaine ne permettent pas de préjuger du degré de mobilité qu'il retrouvera. Il s'est réveillé en pleurant quelques heures plus tard, et même les infirmières qui tempêtent chaque matin devant ses draps souillés lui ont prodigué des soins attentifs dignes de mères aimantes. Ces femmes ont toutes été séduites par sa musique, et ce corps décharné leur inspire aujourd'hui autant d'amour que le ferait un bébé joufflu et souriant. Il reste pourtant de marbre devant ces démonstrations d'affection, ou plus précisément, il ne cesse de pleurer, sans prêter la moindre attention à quiconque. Vendredi 11 avril. Mes recherches n'ont pas abouti. Un pianiste a disparu, il y a 2 semaines, dans un village situé à moins d'une journée de marche de Sainte-Madeleine, mais il vient d'être retrouvé chez sa maîtresse. Il prévoyait de s'enfuir dans le plus grand secret, en laissant derrière lui sa femme, ses enfants et ses dettes. Ses créanciers l'ont rattrapé avant qu'il ne s'éclipse. Ce n'est donc pas notre homme. Sur les conseils d'un confrère, j'ai fixé des petits pois à des cordelettes que j'ai attachées au bout des doigts de notre ancien pianiste. L'extension doit permettre un meilleur rétablissement à notre patient, pas au point de jouer à nouveau, hélas, mais au moins suffisamment pour qu'il soit en mesure de tenir lui-même ses couverts à table. J'ignore pourquoi je m'occupe de lui ainsi. Se peut-il que je sois moi aussi influencé par le souvenir de sa musique ? Chez les autres patients comme chez le personnel, le silence retrouvé plonge les esprits dans les plus sombres dispositions. Je note une recrudescence d'actes violents, de paroles agressives et de gestes de mauvaise humeur. Je dois reconnaître que je subis également cette phase de morosité. Ce matin, je n'ai pas pu me retenir de molester mademoiselle Claire, qui s'était assise au piano et déversait dans nos oreilles une infâme bouillie de notes dissonantes et d'accords éraillés. Aucun patient ni aucun membre du personnel présent n'a esquissé le moindre geste pour l'aider ou montrer sa désapprobation. Je crois que tout le monde souhaitait que cette agaçante petite laisse le piano en paix. Évidemment, mon intervention a déclenché une nouvelle crise d'hystérie chez l'intéressé, qui lui a valu un autre bain glacé. Seul monsieur le directeur semble goûter l'absence de notre mystérieux musicien. Ces nuits doivent être plus sereines, car ce midi il rayonnait en déjeunant avec nous. Aucun de mes confrères ne partageait sa bonne humeur, mais il n'y a pas accordé la moindre attention et nous a abreuvé, tout au long du repas, des dernières techniques mises au point en Italie et qu'il souhaite employer au plus vite à Sainte-Madeleine. Je crois qu'il est question de provoquer des crises de grand mal pour réduire les accès de violence des patients les plus difficiles, mais mon esprit était ailleurs et je n'ai guère suivi la discussion, le monologue, devrais-je dire. Le patient sans nom reste dans son lit toute la journée. Il ne parle toujours pas et regarde par la fenêtre en pleurant en silence. Mademoiselle Anne m'a dit, avec sa tournure d'esprit si romanesque, qu'une si grande tristesse se dégageait de lui qu'elle sentait son âme pleurer même dans son sommeil. Mon Dieu, que ces mièvreries féminines m'insupportent. Cela m'irrite d'autant plus qu'en le regardant dormir, j'ai effectivement ressenti une sensation très proche de celle décrite par mademoiselle Anne. Il s'agit bien évidemment d'une réaction très classique de mon esprit, rendu plus sensible à la suggestion par les mauvaises nuits et ma méchante humeur. Il est évident que ce pauvre homme ressent une grande détresse, mais se laisser aller à la sensiblerie ne peut qu'amoindrir nos capacités à lui apporter les soins nécessaires. Je devine à ma paupière tremblante que je ne vais pas réussir à trouver le sommeil. Pourtant, à cette heure indue, toute agitation de l'esprit ne peut qu'être stérile. Je repense à mademoiselle Claire. Elle a vécu plusieurs épisodes difficiles ces derniers jours, et je ne suis pas certain que les bains glacés aient suffi à calmer ses nerfs. Je pense qu'une séance de mes massages thérapeutiques lui ferait du bien, tout en me permettant de retrouver un peu de sérénité. Minuit vient de sonner à l'horloge du grand hall, mais après tout, il n'était jamais trop tard pour bien faire. Dimanche 13 avril. Le patient sans nom m'inquiète. Il a quitté sa chambre pour la première fois cette nuit, et nous l'avons retrouvé assis au piano. Nous l'avons raccompagné à sa chambre sans difficulté et remis au lit sans qu'il n'injurie personne. Chose plus étrange encore, il ne pleure plus et semble plongé dans un abîme de perplexité. Une fois de plus, nous avons tenté de le faire parler,
mais nous nous heurtons toujours à son mutisme. Le personnel qui s'occupe de lui semble soulagé et ce sentiment se diffuse dans toutes les pièces, chez tous les pensionnaires. Mais si la mélancolie collective s'en est allée avec les larmes de notre vieux monsieur, il reste de nombreux mystères à percer et je donnerais cher pour savoir ce qui le préoccupe maintenant. J'ai beau scruter ses traits avec attention, je n'y discerne que le doute, le questionnement intérieur d'un homme qui se trouve devant un choix important et qui craint de commettre une erreur irréparable. Que prépare-t-il ? J'ai demandé à monsieur le directeur d'affecter une infirmière à sa surveillance étroite, jour et nuit, car je redoute un changement radical et probablement violent dans les prochaines heures. Non seulement ma requête n'a pas trouvé grâce à ses yeux, mais il a profité de notre entretien pour pointer, avec une once de reproche, ce qu'il a vulgairement appelé mes frasques nocturnes avec les jeunes patientes. Ces insinuations m'indignent au plus haut point, d'autant plus que la petite Maria, la jolie femme de chambre du 3e, s'est confiée à moi un matin où je l'ai croisée en larmes après ce que l'on pourrait qualifier d'empressement sensuel un peu trop impétueux. Il me semble donc que ces remarques désobligeantes quant au traitement réservé au sexe faible sont parfaitement illégitimes. Qui plus est, les massages thérapeutiques n'ont rien à voir avec ces brutalités ordinaires. Mademoiselle Claire s'est d'ailleurs à peine réveillée cette nuit-là et n'a pas versé une larme. Si la femme de chambre n'avait pas remarqué les taches de sang sur son drap, il n'y aurait jamais eu d'affaire. Et d'ailleurs, quelle belle affaire. Depuis 2 jours, mademoiselle Claire montre un grand calme et ne tente plus de jouer du piano. Elle s'essaye désormais à la peinture. Avec un certain succès, je dois dire. À mon sens, elle vient de franchir une étape essentielle vers la guérison, et je m'en félicite. Les reproches que je lis dans certains regards me mettent profondément en colère, mais je préfère ne pas répondre à ces stupides accusations murmurées à demi-mot sur mon passage. Ceux qui ne connaissent rien à la médecine moderne et qui ne sont pas prêts à explorer de nouvelles techniques jetteront toujours l'opprobre sur les visionnaires qui font progresser la science. Enfin, je suis contraint d'effectuer moi-même la surveillance de mon patient, et à bien y réfléchir, cela pourrait être une opportunité de comprendre un peu mieux cet homme mystérieux. Lundi 14 avril. Il s'est passé une chose étrange cette nuit. Encore maintenant, je ne suis pas certain de comprendre tout ce qui s'est pourtant joué juste sous mes yeux. J'effectuais moi-même la surveillance au bout du couloir, installé dans un fauteuil avec un livre ennuyeux qui menaçait de me tomber des mains, lorsque je l'ai vu sortir de sa chambre. Une lampe à pétrole éclairait ma triste lecture. Je pensais donc que ma présence au fond du couloir était clairement signalée. Il ne s'est pourtant pas arrêté, passant à côté de moi sans me voir, si absorbé par ses pensées qu'il ne m'aurait sûrement pas plus remarqué si j'avais crié à tue-tête en tournant comme un derviche. À son passage, j'ai lu au fond de ses yeux une détermination froide, hélas trop souvent aperçue chez les patients qui s'apprêtent à commettre quelque dangereuse et irréversible folie. La curiosité me taraudait. Quelle terrible décision venait-il de prendre ? J'ai attendu qu'il soit arrivé à mi-chemin dans le grand escalier central pour me lever et le suivre à pas de loup. Cette surveillance, qui m'était d'abord apparue comme un exercice fastidieux, m'a alors rappelé les jeux de mon enfance, et c'est avec une certaine excitation que je me suis faufilé derrière lui. À mon grand étonnement, de la lumière s'échappait du petit salon dans lequel se trouvait le piano, tandis que notre homme s'arrêtait sur le pas de la porte. À demi dissimulé derrière le pilier de l'escalier, je ne voyais son visage que de profil, dans le faible éclairage de ce que j'ai tout d'abord pris pour une chandelle vacillante. Il s'est alors avancé dans la lumière, m'obligeant à courir à travers le hall jusqu'à une nouvelle cachette pour ne pas le perdre de vue. Dans le salon, j'ai vu une femme assise au piano. À ses longs cheveux noirs, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de Maria, la petite préférée de monsieur le directeur. Mais elle s'est mise à jouer et j'ai aussitôt compris qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre, ou de quelque chose d'autre. Le vieil homme s'est approché lentement, tandis que les premières notes s'envolaient dans la pièce. Un étrange vertige m'a alors saisi. J'avoue m'être laissé choir le long du mur, mon corps refusant de répondre à ma volonté. Le flot de musique doucereuse et lancinante s'insinuait dans mes oreilles sans me procurer une once du plaisir ressenti avec le jeu du vieil homme. Au contraire, j'endurais cette musique comme un véritable poison pour mon âme. Incapable de porter les mains à mes oreilles, je sentais mon cœur se serrer douloureusement dans ma poitrine. Malgré ma vision qui commençait à se troubler, j'ai vu la femme se lever et ouvrir les bras au vieil homme. Étrangement, celui-ci s'est arrêté et a semblé hésiter pour la première fois depuis que je l'ai vu sortir de sa chambre. Savoir qu'il était trop tard pour reculer pousse bien souvent à effleurer cette possibilité du bout des doigts,
en retenant, pour mieux les savourer, les quelques ultimes secondes qui nous séparent de l'irréversible. Je n'entendais rien de la scène qui se déroulait sous mes yeux. Pourtant, une brutale intuition m'a intimé de lui hurler de fuir. Mon état de faiblesse ne m'a, hélas, permis que d'ouvrir la bouche sur un cri muet, tandis que la sombre créature enserrait mon patient et l'embrassait avec passion. À travers le brouillard qui descendait sur mes yeux et mon esprit, il m'a même semblé qu'elle l'entourait de ses jambes, ce qui, maintenant encore, me met profondément mal à l'aise. Une vague d'angoisse m'a traversé juste avant que je ne perde connaissance, lorsque j'ai réalisé que plus personne n'était au piano et que la musique ne s'était pas interrompue une seconde. Je suis revenu à moi effondré dans un fauteuil, un accoudoir soutenant ma tête et un autre derrière mes genoux. En ouvrant les yeux, j'ai reconnu le couloir où je m'étais posté pour guetter les allées et venues de mon patient, si bien que j'ai cru avoir rêvé. Maintenant encore, je me demande ce qu'il s'est réellement passé, si l'un de mes facétieux collègues n'aurait pas drogué mon verre hier soir. Ayant moi-même fait cette plaisanterie à plusieurs reprises, il serait compréhensible que ce mauvais tour se retourne un jour contre moi. Voyant le jour déjà levé, je me suis précipité dans la chambre du vieil homme. Celui-ci s'est éveillé en poussant un petit cri. Je ne m'étais pas attendu à le trouver dans son lit, persuadé qu'il était à nouveau en bas, près de son instrument. Pourtant, il était bien là, comme je l'avais laissé la veille. Il ne s'était jamais montré très matinal et dormait encore lorsque mon irruption intempestive l'avait brutalement tiré du sommeil. C'est donc en m'excusant, et quelque peu confus, que je suis ressorti de sa chambre. La curiosité m'a poussé à descendre jusqu'au petit salon où tout était profondément en ordre. Un début de migraine me conforte dans l'idée que l'on m'a fait boire une mixture bien moins inoffensive que le vin que je croyais avoir dans mon verre. J'ai besoin de sommeil, et mon patient est en sécurité. Je vais de ce pas m'accorder un repos réparateur. Mercredi 16 avril. Aujourd'hui, le patient au piano a parlé. C'est une chose à laquelle je ne m'attendais plus, qui est arrivée de la plus étrange des manières. Un peu avant le déjeuner, j'ai été appelé d'urgence au chevet de mademoiselle Claire, qui avait tenté une fois de plus de se déchirer les poignets avec une fourchette. L'acharnement de cette jeune fille à se faire du mal reste un mystère. J'ai néanmoins bon espoir de lui apporter plus de sérénité avec les nouvelles méthodes dont monsieur le directeur nous demande d'évaluer les effets, combinées avec mes massages thérapeutiques qui, bien que souvent décriés, ont su faire leur preuve à de nombreuses reprises. J'étais donc dans le couloir du 2e étage, ressortant de la chambre de ma jeune patiente après lui avoir administré une conséquente dose de laudanum, lorsque j'ai entendu une voix m'appeler. Il ne faisait aucun doute qu'elle provenait de la chambre de notre vieux musicien, qui n'avait encore jamais émis plus que quelques grognements de mécontentement. Par tous les dieux, un long frisson d'excitation a couru le long de mon échine. En entrant, je l'ai trouvé assis au bord de son lit, l'œil vif comme jamais encore depuis son arrivée, et habillé de pied en cap. Lorsque je lui ai demandé comment il avait fait pour ainsi se vêtir sans aucune aide, alors que ses 2 mains étaient immobilisées et probablement encore douloureuses, il m'a répondu qu'il n'avait plus mal et qu'il n'avait eu aucune peine à se préparer. Il demandait même que l'on enlève sur le champ ses bandages et ses attelles. Un tel comportement m'a aussitôt fait penser à une crise délirante qu'il fallait faire cesser au plus vite. J'ai donc pris une de ses mains dans les miennes, sans ménagement. La douleur aurait dû le ramener à plus de lucidité, mais il n'a pas crié. Étonné, j'ai serré un peu plus fort, mais je n'ai obtenu aucune réaction, si ce n'est un sourire béat. Refusant de laisser percevoir ma perplexité, je l'ai prié de rester dans sa chambre jusqu'à mon retour, et je suis allé chercher les instruments nécessaires à sa libération. Bien que cette discipline ne soit pas ma spécialité, je sais qu'il est impossible que les os fins et fragiles de la main puissent se réparer en moins d'1 mois. Peut-être pour les enfants, ou dans les cas de blessures peu sévères, mais en aucun cas un homme âgé ne pouvait se remettre en une seule semaine. C'est pourtant exactement ce que j'ai constaté en enlevant ces bandages. Non seulement les plaies étaient parfaitement refermées, cicatrisées et presque invisibles, mais ses doigts étaient à nouveau parfaitement souples et mobiles. Fasciné par cette guérison fulgurante, je suis resté avec lui jusqu'à l'heure du déjeuner. J'ai testé ses réflexes, sa sensibilité, sa souplesse, ainsi que tout ce qui s'est présenté à mon esprit. À l'exception d'une cicatrice en forme de croissant sur le pouce gauche, ses mains étaient parfaitement intactes. Il s'agit d'un cas tout à fait extraordinaire et je regrette de ne pas l'avoir présenté à un confrère lors de son accident. Personne ne croira qu'il était si mal en point la semaine dernière en le voyant totalement guéri aujourd'hui. Le vieil homme a fini par me signaler sa faim grandissante.
Je l'ai donc laissé prendre son repas et me suis retiré pour écrire ces quelques lignes dans son dossier. Une dernière chose me paraît importante. Ce matin, l'homme souriait, tout le temps, à tout le monde. Il a remercié l'infirmière qui est venue lui déposer son plateau repas pendant que je faisais jouer ses articulations. Il s'est également montré extrêmement courtois envers moi pendant tout l'examen. Il dit ne pas se souvenir de son nom ni de son passé, mais il a promis de me dire tout ce qui lui reviendrait à l'esprit. Je ne peux m'empêcher de nourrir quelques doutes quant à l'authenticité de cette amnésie. Je dois toutefois admettre que son changement d'humeur et d'attitude est une véritable révolution. Jeudi 17 avril. Notre pianiste s'est remis à jouer et il s'est emparé de l'instrument avec ferveur. Je réalise aujourd'hui que sa musique m'a terriblement manqué, mais celle qu'il joue maintenant est encore plus merveilleuse. 100 fois plus belle, tellement plus envoûtante. Personne n'ose l'interrompre quand il est au piano. Ni les infirmières pour le faire manger, ni même monsieur le directeur. Je m'attends d'ailleurs à sa visite imminente, car si les mélodies de mon patient l'indisposé il y a quelques jours, celles dont il nous enveloppe aujourd'hui doivent le mettre au supplice. Et pourtant, comment peut-on souffrir de tant de grâce? Cette douceur menace de me noyer dans des rêveries sans fin, et je dois à chaque instant m'astreindre à rester concentré. Mais après tout, qu'importe. Qu'ai-je donc de si important à faire, maintenant que la musique est revenue? Les patients sont sous le charme, ils n'ont plus besoin de mes soins. Vendredi 18 avril. Un événement terrible a frappé Sainte-Madeleine. Tout l'après-midi, j'ai baigné dans l'extraordinaire musique de notre miraculé, puis à l'approche du dîner, j'ai été pris d'une envie subite d'aller au petit salon pour le voir jouer. En arrivant dans le grand hall, j'ai constaté que je n'étais pas le seul à avoir ressenti cet appel. La plupart des patients disposant d'une liberté de mouvement ainsi qu'une grande partie du personnel étaient réunis, dans la petite pièce pour ceux qui avaient pu y trouver une place, dans le grand hall attenant pour les autres. Chaque minute apportait son lot de nouveaux auditeurs conquis. La belle Maria était à côté du piano, une main posée sur le bois de l'instrument. Les yeux fermés, elle souriait. Son doux visage était l'incarnation de la sérénité, de la plénitude, et de toutes ces choses délicieuses que nous tentons, souvent sans succès, d'apporter à nos patients. Je notai, en souriant sans raison, que plusieurs personnes autour d'elle commençaient à adopter un léger balancement du corps, de droite à gauche. Leurs visages extatiques s'illuminaient. Ce soir-là, nous pouvions tous connaître le vrai bonheur. Nous étions tous si proches de la joie ultime. Maria a été la première à partir. D'un coup, elle a poussé un petit cri en tendant les bras vers le ciel. Je ne lui ai jeté qu'un regard distrait, reportant rapidement mon attention sur les mains du vieil homme dont la rapidité me fascinait au moins autant que sa musique. Jamais je n'aurais cru un être humain capable de jouer autant de notes en si peu de temps, avec une telle maîtrise. Mes yeux n'arrivaient plus à suivre ses mouvements, et j'ai bien cru pendant une seconde qu'il y avait plus de 10 doigts en train de courir sur les touches. Souriant de cette illusion d'optique, j'ai relevé la tête juste à temps pour voir Maria s'effondrer. Du sang coulait de son nez et pourtant, il m'en coûte de l'avouer, nous avons tous mis un long, très long moment à sortir de notre torpeur pour venir à son secours. Le vieil homme a cessé de jouer brutalement, nous plongeant dans un silence douloureux. Nous avons alors pu reprendre nos esprits. La femme de chambre a été transportée sur un divan de la salle commune, mais nos efforts pour la réanimer sont restés vains. Dans la cohue qui s'ensuivit, j'ai cru apercevoir la femme aux longs cheveux noirs, qui fixait intensément monsieur le directeur avec un sourire satisfait, tout à fait déplacé au regard de la vive émotion que la syncope de Maria venait de provoquer. Voulant dissiper le malaise que m'inspirait cette vision, j'ai tenté de m'en approcher, mais elle avait disparu dans la foule, si tant est qu'elle n'eût jamais existé. Monsieur le directeur, quant à lui, était resté loin de la foule et arborait un air plus sombre que je ne lui avais encore jamais vu. Avait-il croisé le regard de l'intrigante créature? Je ne saurais le dire. En revanche, ses bras obstinément croisés et son regard furieux m'ont aussitôt fait penser qu'il n'était pas aussi surpris de la situation qu'il l'aurait dû. Mais je doute à présent de cette conclusion hâtive. Peut-être n'était-ce que la marque, mal dissimulée pour un regard perspicace, de son intense contrariété devant le triste état de sa favorite. À l'heure où j'écris ces lignes, Maria respire et son cœur bat régulièrement, mais nous ne parvenons pas à la réveiller. Mademoiselle Anne est sortie tout à l'heure de sa chambre en se signant et en marmonnant quelque chose comme « Son âme s'est envolée, nous ne la reverrons plus ». J'ai en horreur toutes ces infirmières qui ne connaissent que des bribes de médecine et qui les mélangent aux superstitions pour s'improviser oracle de la vie et de la mort.
Pourtant, ces mots tournent dans mon esprit, m'obligeant à revoir sans fin cette étrange scène. Comment une simple musique a-t-elle pu causer cette syncope? Pourquoi ne s'est-elle pas réveillée malgré nos soins, particulièrement zélés, à la demande de monsieur le directeur? Et surtout, que se serait-il passé si le vieil homme avait continué à jouer? Samedi 19 avril. Le vieil homme joue encore, et mes doutes s'effritent sous les vagues de ces mélodies enchanteresses qui ne cessent de se répandre dans les couloirs. Monsieur le directeur est venu me voir ce matin, mais je ne sais pas ce qu'il voulait exactement. Il a ouvert la porte de mon bureau, m'a regardé d'un air grave, et s'en est retourné d'où il venait. Je n'ai pas eu envie de lui poser de questions ni de le rattraper. Sans pouvoir l'expliquer, je savais qu'il n'allait pas faire de mal à notre cher pianiste. Et au fond, c'est bien désormais la seule chose qui m'importe. Lundi 21 avril. Mon patient préféré a demandé à me voir, mais le temps que je sorte de mon bureau, il avait déjà quitté sa chambre. Les infirmières m'ont affirmé qu'il n'avait cessé de jouer que pour prendre quelques heures de repos pendant le week-end et qu'elles avaient dû nettoyer des traces de sang sur les touches du piano. Ce dernier point m'a vivement inquiété. Comment pourra-t-il continuer à jouer s'il se blesse? Je me suis donc hâtée de le rejoindre dans le petit salon, où je l'ai observé sans l'interrompre. Ses doigts semblaient en parfait état, et je n'ai constaté aucune lésion, aucune blessure. L'esprit de ces pauvres femmes doit leur jouer des tours, assurément. Lorsqu'il a pris conscience de ma présence, il s'est tourné vers moi sans cesser de jouer. Le regard de cet homme m'a alors terrifiée. La douleur que j'y ai lue dépasse de loin tout ce que j'ai vu au cours de ma carrière. La surprise m'a fait reculer d'un pas. Son buste s'est alors avancé d'autant, comme pour me retenir, sans que ses doigts ne quittent le clavier. J'ai alors eu l'intuition folle qu'il ne pouvait pas le quitter. La musique s'est accélérée et ses mains, je n'ose écrire ce que j'ai vu, la raison me l'interdit. Des illusions d'optique extrêmement dérangeantes sont venues brouiller ma vision, laissant imaginer un nombre de doigts bien supérieur à la somme des 2 mains disposées sur le clavier d'ivoire, me rappelant mon cauchemar récent. Refusant de céder au malaise, j'ai tenté de reculer pour m'éloigner du piano et si possible sortir de la pièce. Comme provenant de très loin, j'entendais le vieil homme qui m'appelait au secours. Je venais de réussir à faire un pas en arrière lorsque la musique m'a transpercé comme une flèche, déchirant mon âme et me laissant pantelant sur le sol. Dans un cri inhumain, le pianiste a basculé en arrière. Il s'est jeté en arrière, parbleu, je vous assure, il s'est jeté en arrière comme on se jette hors d'un train. Et enfin, la musique a cessé. Mon cœur battait à tout rompre et des taches noires dansaient devant mes yeux. J'avais la certitude d'avoir échappé à... À quoi donc, au juste? Peut-être au même sort que Maria. Depuis son malaise, 2 patients ont été retrouvés dans leur lit dans un état catatonique similaire au sien. J'avais préféré ne pas m'en inquiéter jusque-là, mais il est désormais impossible d'ignorer cette nouvelle et, hélas, contagieuse pathologie. Le vieil homme a rampé vers un coin de la pièce et il s'est mis à pleurer en se cachant le visage dans ses mains ensanglantées. Je suis resté indécis plusieurs secondes, l'entendant sangloter des phrases incohérentes telles que « ce n'est pas ce qui était prévu ». Puis, j'ai prudemment décidé de me retrancher dans mon bureau. Quelques verres de l'excellent cognac offert par monsieur le directeur à Noël dernier m'ayant aidé à retrouver mes esprits, j'ai appelé mademoiselle Anne pour qu'elle aille s'occuper du pauvre bougre que j'avais laissé au rez-de-chaussée. J'insistai tout particulièrement sur les soins à apporter à ses mains en piteux état. Elle l'a trouvé sans peine, l'a ramené à sa chambre et lui a fait prendre son dîner ainsi qu'un puissant sédatif. En revanche, elle m'a assuré n'avoir vu sur ses mains ni écorchure ni trace de sang. La pauvre femme n'a pas compris pourquoi cette bonne nouvelle était loin de me rassurer. Mardi 22 avril. J'ai à peine dormi cette nuit. Chaque fois que le sommeil voulait m'emporter, j'entendais à nouveau cette mélodie séduisante qui m'enlaçait tel un serpent pour m'entraîner au fond de... De quoi, exactement? Je ne sais pas, et je ne crains que trop de le découvrir. L'aube m'effrayait comme le condamné à mort devait redouter de voir se lever le dernier soleil de sa vie, le jour de son exécution. Dans mon attente anxieuse, une idée m'est venue. J'ai emporté quelques dossiers, la bouteille presque vide de cognac, ainsi qu'un panier repas que le nouveau cuisinier a accepté de me préparer sans poser de questions. Une fois dehors, l'air pur du printemps m'a permis de retrouver mon calme. J'ai avancé au hasard dans le parc, sans but ni raison, profitant du soleil sur ma nuque comme de la plus douce des caresses. Une voix familière m'a alors interpellée. Monsieur le directeur m'avait aperçu et venait vers moi à travers la pelouse.
Il m'a expliqué que depuis la guérison miraculeuse du pianiste, il avait redécouvert avec plaisir les joies de la vie en extérieur. Il se félicitait de constater que c'était également mon cas. La plaisanterie sonnait bien à mon oreille, et mon rire a empli le sous-bois craquant d'aiguilles de pin où nous avancions. Peut-être l'alcool qui circulait dans mon sang m'avait conduit à m'exclamer un peu trop fort. Toujours est-il qu'il me lança un regard étrange. Me trouvant sot, comme lorsqu'on rit d'une phrase qui n'est pas drôle, j'ai passé le reste de notre promenade dans la contemplation silencieuse du foisonnement de couleurs et de senteurs que nous offrait le parc en ce début de printemps. La mélodie nous a retrouvés lorsque nous sommes sortis du couvert des arbres. Sans avoir besoin de nous concerter, nous avons immédiatement changé de direction, quittant le sentier de gravier pour l'herbe tendre afin de nous éloigner à grands pas. Alors que la musique s'estompait et que nous sentions son influence néfaste refluer, un chat blanc est sorti d'un buisson pour venir se rouler sur l'herbe, juste devant nos pieds. Le soleil jouait sur sa fourrure soyeuse, et si la ferme poigne de mon compagnon d'infortune ne m'avait pas retenu, j'aurais sans aucun doute cédé à mon envie de lui prodiguer 1000 caresses. J'avais déjà vu cette bête auparavant. Elle rôdait souvent dans les couloirs ou dans les massifs du parc. J'ai cru un temps qu'elle appartenait à l'intendante en chef, car elle la nourrissait souvent, mais je me suis rappelé que monsieur le directeur interdisait formellement la présence d'animaux dans l'établissement. Il devait donc simplement s'agir d'un animal errant qui avait trouvé refuge auprès de nous. Celui-ci nous a observés fixement quelques secondes, comme ces animaux ont l'habitude de le faire, avant d'entreprendre sa minutieuse toilette. Monsieur le directeur s'est montré particulièrement agacé et, oserais-je l'avouer, un peu effrayé aussi, à la vue de l'innocente créature. Il la regardait avec un air lugubre qui ne me disait rien de bon, puis a murmuré cette phrase qui n'avait guère de sens pour moi, mais semblant être le fruit d'une révélation pour lui. Je l'ai déjà battu une fois. Ignorant mes questions, il a tourné les talons et s'est mis à avancer résolument vers le bâtiment. Le regard rivé sur les fenêtres d'où s'échappait la dangereuse mélodie, il semblait soudain décidé à braver le danger que nous n'osions nommer, mais dont nous étions tous deux pleinement conscients. À cet instant, l'immense courage qui l'habitait lui donnait l'air plus grand, plus massif, plus sombre aussi. Mon esprit agité s'en est trouvé aussitôt rasséréné. Je savais que je pouvais avoir toute confiance en cet homme pour établir l'ordre dans notre établissement. Pour d'évidentes raisons de prudence, j'ai décidé de ne pas le suivre et de rester à l'écart jusqu'à ce que la musique cesse. Car elle devait cesser, si nous ne voulions pas tous nous perdre. J'en étais désormais convaincu. Au bout de quelques minutes qui m'ont semblé des heures, le manoir est redevenu silencieux. La mort planait encore à l'intérieur, mais je sentais qu'elle ne pouvait plus m'atteindre. J'ai alors retrouvé assez de vaillance pour rentrer à Sainte-Madeleine. Plusieurs dizaines de corps inanimés jonchaient le hall. Patients, infirmières, médecins, cuisiniers. J'en ai découvert d'autres en avançant vers le petit salon. Mes confrères reprenaient difficilement leurs esprits, du moins pour ceux qui n'avaient pas totalement succombé à cette fulgurante léthargie. Le piano semblait intact, bien que recouvert de sang. Le pianiste gisait recroquevillé dans un angle de la pièce, pleurant et geignant comme la plupart des aliénés en crise. Il gardait ses bras tendus loin devant lui, comme pour éloigner ses mains, dont l'ignoble apparence m'obligea à détourner le regard. Comment était-il possible de se blesser à ce point sur cet instrument ? Les touches auraient été faites d'éclats de verre que ses mains n'en auraient pas été plus meurtries. J'ai alors remarqué la présence de monsieur le directeur qui s'éloignait du pauvre homme. Ah, qui me pardonne cet aveu, mais quelle étrange expression s'étalait alors sur son visage. Le sourire dérangeant que j'ai vu flotter sur ses lèvres ainsi que l'inquiétante lueur au fond de ses yeux l'auraient conduit droit à l'isolement s'il avait été impatient. Estimant préférable de ne pas le rejoindre pour le moment, j'ai laissé mon regard errer autour de moi, prenant la mesure de la catastrophe qui venait de se produire avec une sidération grandissante. Glissant un dernier regard dans sa direction, je l'ai vu essuyer avec soin une sorte de petit marteau avant de le ranger dans la poche intérieure de son manteau. Je n'avais nul besoin d'explication pour comprendre l'usage qu'il venait d'en faire, ni aucune envie de l'interroger quant à ce qui venait de s'abattre sur Sainte-Madeleine. Autour de nous, l'agitation grandissait dans des proportions inquiétantes, alors que mes collègues peinaient à se remettre de leurs propres émotions. De nombreuses patientes sombraient dans l'hystérie, hurlant, gesticulant, courant en tous sens et trébuchant sur les nombreux corps inanimés qui couvraient le sol. J'ai pris la direction des opérations, avec un succès qui, je l'espère, aura été apprécié à sa juste valeur. Épaulé par les membres du personnel ayant retrouvé leurs esprits,
J'ai passé le reste de la matinée à tenter de maîtriser les malades agités en leur administrant avec largesse du laudanum avant de les enfermer dans leur chambre. Courant de l'un à l'autre, distribuant les consignes en criant pour me faire entendre dans le tintamarre ambiant, je ne pouvais pas m'occuper du vieil homme. Je l'ai remis au bon soin de la Providence. Mercredi 23 avril. L'agitation règne encore parmi les patients, mais toute l'équipe soignante est remise sur pied, Dieu merci. Les bains d'eau glacée se succèdent, les malades se calment peu à peu. Les pensionnaires catatoniques ont été transportés dans un dortoir aménagé pour l'occasion sous le toit du bâtiment principal, en attendant que nous sachions quoi en faire. Monsieur le directeur ne manifeste aucune inquiétude, ce qui me rassure. Je suis fermement convaincu qu'il sait ce qu'il s'est passé, ou du moins qu'il a compris bien plus de choses qu'aucune autre personne présente ici. Sa brillante intervention nous a tous sauvés d'un mal que nous ne savons toujours pas nommer et dont nous tentons d'effacer au plus vite toutes les traces. Les notes que j'ai consignées dans ce dossier seront d'ailleurs probablement détruites sous peu, ce qui me convient parfaitement. Je projette de réécrire un compte-rendu plus convenable de l'histoire de ce patient, afin de reprendre mon examen clinique sur des bases saines. Il va sans dire que les hallucinations collectives dont nous avons tous été victimes ôtent toute valeur à nos témoignages de ces derniers jours. Aujourd'hui, le patient sans nom est calme, mais il refuse qu'on lui bande les mains ou même qu'on désinfecte ses plaies. Celles-ci sont d'ailleurs bien moins graves qu'il n'y paraissait hier. La confusion dans laquelle nous étions tous a dû nous induire en erreur, car nous avions dénombré 12 fractures, or j'en ai moi-même compté seulement 5 ce matin. Pour rassurer mon pauvre patient, je lui ai dit, peut-être un peu légèrement, il est vrai, qu'il serait bientôt guéri et que l'on ne verrait plus la moindre blessure. Il s'est mis à pleurer.